ouvrière de France, mesdames et messieurs, bienvenue à la salle des Folies Bergères à Marseille. Je vous attendais depuis 3 jours et comme vous le voyez, la salle est pleine à craquer. Nous sommes le mercredi 22 octobre 1879 et c'est une jeune féministe bourgeoise de 31 ans qui est attendue à la tribune. Donc merci d'applaudir Hubertine Auclair. Hubertine Auclair. Hubertine. Ouvriers de France, messieurs, bienvenue à la salle des Folies Bergères à Marseille. Vous attendez depuis 3 jours l'ouverture de ce 3e congrès socialiste ouvrier et comme vous le voyez, la salle est pleine à craquer. Nous sommes le 22 octobre 1879 et c'est une femme qui va faire un rapport. Ce ne sera pas très long. Citoyens, citoyennes, je viens représenter à ce congrès 2 sociétés de Paris. Le Droit des femmes, groupe auquel j'appartiens et qui revendique les droits sociaux et politiques des femmes. Et les Travailleuses, association de vente et de production. Je viens toute pénétrée d'estime pour votre grande assemblée, le premier décor librement élu en France depuis tant de siècles qui permette à une femme, non parce qu'elle est ouvrière, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire exploitée, esclave déléguée de 19 millions d'esclaves, de faire entendre les réclamations de la moitié des déshérités du genre humain. Oui, écouter nos plaintes, c'est commencer à vouloir être juste. Admettre les femmes au milieu de vous, au même titre que les prolétaires, c'est faire avec elles un pacte d'alliance défensif et offensif contre nos communs oppresseurs. Oui, car avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu'à vos maîtres, il vous est imposé le devoir d'élever vos esclaves, les femmes, jusqu'à vous. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais réfléchi à cela, mais si dans votre imposante assemblée, je posais cette question, êtes-vous partisans de l'égalité humaine? Oui, oui, oui. Car vous entendez en grande majorité par égalité humaine l'égalité des hommes entre eux. Alors si maintenant je changeais de terme, si pressant les 2 termes hommes et femmes sous lesquels l'humanité se manifeste, je vous demandais, êtes-vous partisans de l'égalité de l'homme et de la femme? Non, pas trop. Oui. Alors messieurs, que vous plaignez-vous des classes dirigeantes? Comment pensez-vous revendiquer vos droits auprès des patrons et de la bourgeoisie puisque vous faites, vous, ouvriers, opprimés, la même œuvre à l'égard des femmes que les classes dirigeantes? Mais comment pouvez-vous continuer de nier les droits des femmes et de réduire leur seul devoir à élever les enfants et de pourvoir à l'éducation de la famille? Bon, écoutez madame, on a toujours fait comme ça et croyez-moi, on continuera à faire comme ça. Hein. Voilà, merci. Je vous remercie d'avoir accepté et mis à votre ordre du jour cette question, l'égalité complète de la femme et de l'homme. C'est en provoquer la discussion dans toute la France et en préparer l'expérimentation. Car figurez-vous, jamais on a essayé de prendre un nombre déterminé d'enfants des 2 sexes et de les soumettre à la même méthode d'éducation, aux mêmes conditions d'existence. Qu'on renverse les conditions, dit un auteur, qu'on mette les garçons de 12 à 16 ans à la cuisine, à la couture, et qu'on laisse les jeunes filles dans les écoles industrielles, qu'on les fasse entrer en possession de tous les droits qui ont été jusqu'ici le lot exclusif des hommes, et puis qu'on enserre les jeunes gens dans l'étiquette et les préjugés, à l'aide desquels on a garrotté les femmes. Bientôt, les rapports entre la valeur des 2 sexes seront totalement renversés. Non mais écoutez madame, la question des femmes, elle est secondaire aujourd'hui, d'accord, pour ce qui nous concerne, et elle est liée à la réalisation d'une société toute nouvelle. Secondaire ? Secondaire, l'exploitation d'une moitié de l'humanité par l'autre moitié.
Vous êtes, monsieur, comme tous ces socialistes qui prétendent que dans une société future, les femmes auront leurs droits. Ils imitent en cela les prêtres, qui promettent aux déshérités de la terre les jouissances au ciel. Eh bien, ni les déshérités de la fortune, ni les déshérités du droit, ni les pauvres, ni les femmes ne pourront se contenter de vaines promesses. Non mais arrêtez, mais pas du tout, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi cette confusion là, mélanger les socialistes et les prêtres? Non, mais vous avez pas honte? Enfin, un peu de sérieux s'il vous plaît, Madame Sinclair. Auclair, Madame Auclair. Oui, enfin, Madame Leclerc, quoi. Quand en 1789, Olympe de Gouges présenta aux États généraux au nom des femmes son cahier de doléances et de réclamations, il lui fut répondu qu'il était inutile d'examiner la condition de la femme, attendu qu'un changement complet devant se faire dans la société, les femmes seraient affranchies de l'homme. La révolution éclate. On proclame les droits de l'homme. Les femmes, elles, restent serves. Ces femmes qui avaient travaillé à la Révolution se virent tenues à l'écart de tout. Elles réclamèrent leur part de liberté, mais alors elles furent ridiculisées, bafouées, insultées. Ces femmes, indignées, protestèrent. Elles eurent un club où elles s'occupaient en même temps que de leurs droits particuliers des intérêts communs à tous. Mais la Convention, la grande Convention, ferma leur club et vota la défense aux femmes de s'assembler pour s'occuper des affaires publiques. En même temps que ces révolutionnaires autocrates décrétaient l'inégalité en France, ils faisaient entendre jusqu'au bout du monde les mots sonores d'égalité et de liberté. Madame Sinclair, écoutez... Auclair, Madame Auclair. Oui, donc Madame Leclerc. Le sort de l'homme a changé. Le code a été promulgué, 1848, des droits civiques à tous les Français. Nous y trouvons ceci. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Tout Français jouira de ses droits civils. Oui. Tout Français jouira de ses droits civiques, tout Français pourra être appelé à telle fonction, remplir telle dignité. Alors en lisant tout Français, on croirait qu'il est question de toute la nation. Eh bien, point du tout. Cela ne comprend qu'une partie de la nation, les hommes. Mais poursuivez vos investigations, il y a d'autres chapitres dans le Code, hein, parcourez-les. Vous y verrez des qualificatifs comme ceci: tout contribuable, tout inculpé, tout failli, tout faussaire, tout criminel, etc. Alors là, ça, sans doute, il ne s'agit que des hommes, hein. Allons donc, les hommes ne sont pas assez égoïstes pour ne s'occuper que d'eux-mêmes. En conscience, et comme pour établir l'équilibre entre les chapitres ayant trait au droit et ceux à la compression, ils ont même fait la part la plus large à la femme, hein, quand il s'agissait de sévir. Moins de droits à la femme, plus de rigueur contre elle. Logique. Les femmes ont à se défier de ceux qui prônent l'égalité dans l'avenir et qui, dans le présent, s'opposent à ce qu'elles apportent leur intelligence, leurs idées, leur goût dans l'arrangement de cette société future. Femmes de France, je vous le dis, du haut de cette tribune, ceux qui nient notre égalité dans le présent, la nieront dans l'avenir. Comptons donc sur nous-mêmes, n'abandonnons pas nos revendications. Nous sommes depuis des siècles trop victimes de la mauvaise foi pour nous oublier nous-mêmes et croire qu'en travaillant pour le bien-être général, nous aurons notre part du bien général. Ah, mais si, au point de départ, les femmes pouvaient passer avec les hommes un contrat qui garantit l'égalité de leurs droits devant les conquêtes faites en commun, je dirais, mais oublions notre sort particulier d'esclaves, confondons nos revendications avec celles des hommes. Mais hélas, sans garantie, j'ai bien peur que l'égalité humaine, prêchée par toutes les écoles socialistes, ne soit encore que l'égalité des hommes entre eux, et que les femmes soient dupées par les hommes du prolétariat, comme les prolétaires l'ont été par les bourgeois. Excusez-moi, pardon, ça marche pas non plus. Non mais écoutez madame, hein, la question des femmes ici, elle était simplement la première question inscrite à l'ordre du jour en fait. Donc on va pas consacrer entièrement la séance à cette question, puis on a faim, hein, on a envie de prendre le petit cocktail. Nous ne pouvons compter sur les autoritaires qui, pour nous détourner de ce que nous regardons comme source et principe de droit, le vote, disent « À quoi bon nous disputer les droits civiques? Il n'y en aura pas besoin dans la société future. » Mais dans la société future, plus encore que dans celle-ci, il faudra qu'une idée obtienne l'acquiescement de la majorité pour triompher. Et d'ailleurs, nous n'en sommes pas encore à cette société future. Et pour l'édifier, de manière à ce que les femmes ne soient pas lésées, il leur faut le droit de travailler à l'édifier. Il leur faut l'outil
qui se trouve au pouvoir de l'homme, le bulletin de vote. Notre affirmation de l'égalité sociale et politique de la femme et de l'homme en est en même temps que l'expression de notre conviction, une protestation de ceux qui, au mépris de la liberté humaine, osent encore au XIXe siècle tenter d'assigner un rôle à la majorité du genre humain. Mais que diriez-vous, hommes, hein, si l'on vous enfermait dans le cercle étroit d'un rôle? Si l'on vous disait, tiens, par exemple, toi, ton rôle sera de porter le fer, tu n'auras pas de droit. C'est aussi logique que de dire, toi, femme, parce que la nature t'a donné la faculté d'être mère, tu n'auras pas de droit. La femme est comme l'homme, un être libre et autonome. À elle, comme à lui, la liberté de choisir la voie qui lui convient. Ces attentats à la liberté de la femme en font en même temps que de la serve, de la perpétuelle mineure, la mendiante qui vit aux dépens de l'homme. Notre dignité nous fait protester contre cette situation humiliante. Il faut, et cela sous peine de voir péricliter notre race, il faut changer la situation économique de la femme. Il faut qu'en tout temps, la mère est une nourriture vivifiante. Arrière donc ce préjugé qui conduit à l'étiolement de la génération et qui consiste à dire « la femme sera nourrie par l'homme, elle vit de peu, elle doit être moins payée que lui ». La femme vit de peu, parce qu'elle se dévoue au point de se priver. Mais prenons garde, la femme qui ne mange pas à sa faim, la femme qui se débilite, la femme qui se sacrifie, perd avec sa santé la santé de la génération. Aussi, économiquement, civilement, politiquement, nous n'existons pas. Et c'est nous qui donnons la vie. Et c'est nous seuls qui permettons à la civilisation de s'implanter. Nous protestons contre la situation des mortes civiles, des dégradés d'origine. Nous proclamons comme vous, citoyens, le principe de l'égalité humaine. Nous entendons par là non seulement l'égalité de tous les hommes entre eux, mais encore l'égalité des hommes et des femmes. Nous voulons, pour elles comme pour vous, l'instruction intégrale, les mêmes facultés de développement physique, moral, intellectuel, professionnel. Nous voulons, pour les femmes, comme pour les hommes, liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'action. Nous réclamons, pour les femmes comme pour les hommes, voix délibérative dans la commune, dans l'État ou dans le groupe. Parce que les femmes, comme les hommes, sont intéressées aux lois et règlements qui se font. Parce que les femmes payant des impôts ont autant de droits que les hommes d'exiger une bonne répartition de ces impôts. Parce que dans une vraie république, il n'y a plus de privilégiés, il n'y a que des intéressés qui, se soumettant aux mêmes devoirs, doivent posséder les mêmes droits.